bienvenue tout le monde dans le septième épisode de Dialogue. Ça fait quand même un bout qu'on n'en avait pas fait. Le dernier, c'était, je pense, a été rendu public le 22 septembre, 20 septembre, John Stuart Mill. Sur John Stuart Mill. Donc, on se promène dans toutes sortes de sujets, des fois qui n'ont pas de rapport direct avec l'actualité, quoique c'est un Ce peu ça cette fois-ci, oui. c'est ça, c'est un peu ça le fil conducteur du podcast, c'est qu'on voulait pas faire comme, tu sais, la structure logique, souvent des trucs en philosophie, mais en philosophie politique, c'est bon, on part de l'Antiquité, puis là, on descend, puis à un moment donné, ben, tu viens que tu perds un peu d'intérêt, surtout quand tu arrives dans la période moyenâgeuse, où, bon, là, tu sais, on commencera pas à faire un truc sur chacun des auteurs de la scolastique. Ça tourne toujours autour des mêmes thèmes un peu. Ça peut devenir redondant. Donc, c'est pour ça qu'on s'est promené de Platon à Machiavel. On est allé jusqu'à Locke, jusqu'à Mill. Et là, aujourd'hui, on va parler d'autre chose parce que vous savez qu'avec les élections aux États-Unis, donc, je voyais encore ce matin dans le magazine L'Actualité, il y a encore sur le frontispice du site un article qui date de la fin du mois de novembre. Donc, je n'ai pas oublié de le mettre à jour, qui s'appelle Est-ce que la démocratie américaine survivra à Donald Trump? Et là, on parle des contre-pouvoirs, de comment la démocratie est érodée. Et on s'est dit que c'était important de parler de ce sujet-là en ramenant ça à des fondamentaux, qui est de parler un peu de la République romaine et du système romain via notamment un auteur qui s'appelle Polybe. Et ça, ben, l'influence de ça est quand même assez marquée dans le sens que, évidemment, les pères fondateurs, Machiavel, Cicéron, plusieurs auteurs slash acteurs politiques ont été influencés Ah oui. par Rome et très grandement. Donc, je le présente brièvement, Polybe, parce que je me doute que c'est un nom, peut-être que les gens connaissent moins, là. Mais Polybe, c'est un historien grec né vers l'an 200 avant Jésus-Christ à Mégalopolis, en Grèce. Il est mort en 118 dans la même période, donc avant Jésus-Christ, évidemment. Et lui était issu d'une famille aristocratique, d'un groupe qu'on appelle les Achéens. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prononcer. Oui. Les Achéens. Donc, eux, c'était quoi? C'était une dynastie, entre guillemets, du Péloponnèse. Donc, c'est une famille, un peu comme en France, vous avez eu les Bourbons, les Capétiens. Bon, c'est une dynastie comme ça. Il va jouer un rôle politique actif. C'est aussi un dirigeant militaire, un diplomate. Euh, et il va être connu par justement son opposition à la domination romaine, et il va être fait prisonnier en 168 avant Jésus-Christ et amené à Rome comme otage. Et là, durant son séjour à Rome, bon, il se lie d'amitié avec des personnes influentes de l'époque comme Scipion Émilien, euh, qui est le petit-fils de Scipion l'Africain. Peut-être on pourra revenir à ces détails-là un peu plus tard. Et cette relation-là, bon, va l'amener à prendre un peu conscience de comment le système romain fonctionne, de mieux comprendre les rouages du système romain. Et après avoir retrouvé sa liberté quelques années plus tard, il devient un témoin d'une guerre vraiment importante qui amène à la destruction de Carthage en 146 avant Jésus-Christ. Il a passé une partie de sa vie à analyser la société romaine, à écrire. Il a écrit son œuvre essentielle, c'est ce qu'on appelle les histoires. Donc, dans le fond, il y a plusieurs livres, c'est 6 livres, je crois. Au total, six tomes. Donc, celui dont on va parler aujourd'hui, c'est l'un d'entre eux qui concerne plus particulièrement, en fait, c'est le livre le plus connu, le livre 6 des histoires, et c'est vraiment l'analyse du système politique romain tel qu'il était. Donc, les 3 pouvoirs romains, tout ça, on va rentrer dans les détails dans quelques instants, mais c'est un peu ça la présentation. Donc, on est vraiment dans un contexte où Rome émerge en puissance, c'est le déclin des cités-États grecques, Rome mène une guerre à Carthage, qui est une puissance quand même à l'époque aussi. Ouais, ouais, dans Euh, la Méditerranée. Puis Carthage, ça se trouve à peu près en ce moment aux alentours de Tunis. c'est ça, Tunis, exact. Donc, c'est un peu ça
le contexte rapidement. Donc, évidemment, on ne fera pas un cours d'histoire sur comment ça se passait en moins 200 avant Jésus-Christ dans tous les détails, mais c'est à peu près ça que vous devez savoir. Donc, on est vraiment dans une période précise de Rome. Donc, c'est la fin, c'est le déclin. Donc, quand on a parlé avec de Platon, Socrate, tout ça, là, on était 100 ans, à peu près 100, 150 ans avant cette période-là. Et là, on était plus dans la période où Athènes domine comme cité-État. Donc, tous les intellectuels, en fait, viennent à Athènes, partent même d'Égypte dans certains cas pour venir jusqu'à Athènes. Donc, évidemment, tu sais, Aristote, Démocrite, Aristippe, Leucippe, Thalès et compagnie. Thalès de Milet, tout ça, l'univers intellectuel tourne essentiellement autour d'Athènes et de la Grèce. Mais là, le pôle se déplace vers Rome. L'Europe. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, bon, Rome, vous le savez, ça a été fondé en 753 avant Jésus-Christ par Rémus et Romulus Yes. qui ont été allaités par une louve. Donc, si Oui, vous allez à Rome, vous allez voir des statues comme ça un peu partout. Je pense que c'est même sur le logo du AS Roma, le club de soccer de Rome. Donc, c'est ce que raconte la légende. Et au départ, Rome était une monarchie. Donc, Romulus a tué son frère et est devenu le premier roi de Rome. Et cette monarchie-là a perduré jusqu'en 509 avant Jésus-Christ. Et là, il s'est passé quelque chose à ce moment-là, c'est que les Romains, de 753 jusqu'à 509 avant Jésus-Christ, lorsque le roi décédait, c'était pas son fils aîné qui lui succédait automatiquement, comme c'est le cas dans la monarchie britannique, par exemple. Il trouvait le citoyen le plus vertueux de la société pour devenir le monarque. Puis si vous lisez, par exemple, le livre 2 de la République de Cicéron, il passe à travers les rois de Rome et il explique pourquoi cet individu-là a été choisi au lieu d'un autre. Donc, il cherchait des qualités vraiment spécifiques pour faire face à des menaces très particulières à l'époque. Et en 509, malheureusement, le roi qu'ils ont choisi a fait preuve d'un manque de justice, a fait preuve d'injustice, et puis ça a provoqué une réaction de la part du peuple et des aristocrates qui s'en sont débarrassés. Et là, ils se sont retrouvés devant un vide politique, puis se sont posé la question, ma foi, qu'est-ce qu'on va créer maintenant comme système politique? Donc maintenant, on veut un système politique qui va être stable, qui va perdurer dans le temps, qui va empêcher là, les troubles civils. Donc ils se sont dit, on va associer ensemble les trois formes de régime pur qu'on connaissait à l'époque. Donc, la monarchie, l'aristocratie et la démocratie. Ils se sont dit, ces régimes-là, pris individuellement, ont des forces indéniables, mais ils ont aussi des faiblesses extrêmement importantes. Donc, la meilleure façon d'empêcher ces faiblesses-là d'émerger, c'est d'associer ces trois régimes-là ensemble pour n'avoir que leurs forces. Et c'est exactement ce que les Romains ont fait en 509, et c'est la République romaine qui a perduré pendant 500 ans, ou à peu près 500 ans, jusqu'à ce que Jules César exact. Jamais une devienne petite. dictateur à vie, se fasse assassiner, ça se dégénère en guerre civile avec Augustus et le lieutenant de César, Marc-Antoine. Ouais. Et par la suite, à la victoire d'Auguste, il y a eu la mise en place d'un empire qui a perduré dans la partie ouest de l'empire jusqu'en Ouais. 495, puis dans la partie est, parce que une scission de l'Empire romain. Donc, une partie de l'Empire romain, la partie est, la capitale est devenue Constantinople, qui est maintenant Istanbul, et cet empire-là a perduré jusqu'en 1453. Mais si on se concentre uniquement sur la partie occidentale de l'Empire romain, ça a Exact. été de l'époque de l'assassinat de C'est ça. César, l'émergence Donc, d'Auguste, les gens jusqu'à voient un petit peu 480. la ligne du temps. Voilà. Là, j'ai essayé d'en prendre une version qu'on voit quand même en assez gros. Donc, on le voit là, en bleu, la période monarchique, le début de la République en 509. Donc, on voit ceux qui sont en visuel, voyez en bleu la période monarchique, en mauve la période républicaine et en rouge la période Voilà. impériale. Donc, c'est ce qu'on voit ici là, euh, avec différents moments clés de l'histoire. Donc, Voilà. la division en 395 entre deux empires. On aurait pu aussi mettre là-dedans
avec Constantin, l'officialisation de la religion catholique Les- comme du christianisme comme religion officielle de l'Empire, la fin du paganisme. Donc, il y a plusieurs événements clés, mais essentiellement, là, si vous voulez avoir une vision temporelle, c'est à peu près ça là, C'est un très bon graphique. J'utilise d'ailleurs dans mes cours, la version anglaise par contre, mais ce que Polybe décrit, c'est la République, ce que vous voyez en mauve sur le graphique. Donc, lorsque vous lisez le livre 6 de Polybe, il décrit les trois principales institutions de la République romaine. Puis vous allez voir dans la description qu'il en fait, vous avez l'élément monarchique, l'élément aristocratique et l'élément démocratique. Donc, lorsqu'il présente l'élément monarchique de la République romaine, vous aviez deux consuls. Donc, imaginez essentiellement deux présidents de la République. Donc, les deux consuls étaient en charge du pouvoir exécutif. En temps de guerre, c'était aussi les généraux, les gens qui commandaient les armées romaines. Et il décrit plein d'autres types de pouvoirs que les consuls avaient. Mais par la suite, il décrit l'élément aristocratique qui se trouvait dans le Sénat de la République romaine. Ça, c'était les nobles qui siégeaient là. Et les nobles avaient aussi différents pouvoirs. Donc, par exemple, c'est eux qui adoptaient les budgets et qui votaient les crédits militaires pour l'armée. Donc, on va revenir, lorsqu'on parlait des contrepoids, vous allez voir très clairement que le Sénat avait la ouais. possibilité de contrecarrer les pouvoirs des consuls. Et par la suite, vous aviez l'élément démocratique qui se trouvait dans ce qu'on appelait les tribuns de la plèbe. Donc, Oui, au départ, il y en avait un, ensuite, il y en a eu deux, puis vers la fin de la République, il y en avait 10. Et c'est les tribuns de la plaine qui possédaient un pouvoir dont vous avez sûrement entendu parler, ce qu'on appelle le droit de veto. Donc, ils avaient la possibilité de s'opposer à des législations qui étaient débattues, qui étaient adoptées par le Sénat de la République romaine. Donc, lorsque vous allez à Rome, encore une fois, vous allez voir non seulement Rémus, Romulus et la Louve, mais vous allez voir aussi quatre lettres en latin, SPQR, donc SPQR qui veut dire le Sénat et le peuple de Rome. Donc, pour vraiment montrer que la République romaine, c'était un amalgame de de ces trois pouvoirs-là. Et c'est très intéressant parce que là, lorsque Polybe fait la description individuelle de chacun de ces pouvoirs-là, des consuls, du Sénat et des tribuns de la plèbe, il en vient à la conclusion à la fin de chacune de ces sections-là. Donc, si vous n'analysez que les pouvoirs des consuls romains, vous allez vous dire Rome est une monarchie. Or, si vous ne vous concentrez que sur les pouvoirs que le Sénat possédait, vous allez vous dire Rome était une aristocratie. Et si vous ne vous concentriez que sur les pouvoirs des tribuns de la plèbe, vous en arrivez à la conclusion, ben, très clairement, Rome était une démocratie. Or, ce n'était pas le cas. Parce que chaque pouvoir avait la possibilité de contrer les pouvoirs des autres. Donc, je c'est disais que ça. les consuls en situation de guerre avaient la possibilité, c'est eux qui menaient les forces armées, mais c'était le Sénat qui leur allouait les crédits. Donc, lorsque Jules César, en Gaule, s'est fait donner l'ordre par le Sénat romain de dissoudre son armée et de rentrer à Rome, ben, il n'a pas voulu le faire. Ben, le Sénat a tout simplement coupé son approvisionnement, a cessé de payer ses soldats et l'a aussi déclaré hors la loi. Donc, vous voyez ici le pouvoir et le contre-pouvoir des uns sur les Donc, autres. on voit facilement un peu, si vous voulez, au début, quand on disait ça a un rapport avec, ça nous permet d'éclairer le fonctionnement de la République américaine, appelons ça comme ça. Ben, vous C'est une avez, république, oui, c'est une république, donc vous avez le président qui est qui le a consul, qui est le qui est consul, l'équivalent du consul. qui a certains pouvoirs. Donc, il a un pouvoir discrétionnaire, il peut faire des ordres exécutifs, il peut déclencher des guerres d'une Des guerres. certaine manière. C'est Il le peut, chef des forces armées aussi. c'est le chef des forces armées, donc ça ressemble beaucoup C'est au rôle du consul. Ensuite, vous avez évidemment le Congrès et le Sénat qui sont chacun indépendants et puis on l'a très bien vu en fait la structure de ce pouvoir-là lorsqu'il y a eu le premier et le deuxième processus de destitution de Donald Trump durant le premier mandat. Donc on voyait en fait que le poste du président ou pas le poste mais la personne qui occupe le poste de président a été attaquée par cette motion-là. Le Congrès l'a supporté parce qu'il était sous contrôle démocrate, mais le Sénat a invalidé la résolution du Congrès parce que le système est fait que pour pouvoir attaquer un un des pouvoirs, tu dois en avoir deux finalement qui sont d'accord avec
avec cette procédure-là. Donc, tu aurais dû, pour faire tomber le président, avoir le Congrès et le Sénat qui La Chambre des s'entendent. représentants C'est et ça. le Sénat. Et la Voilà. Chambre des représentants et le Sénat. Donc, c'est un peu le même mécanisme. La procédure d'impeachment, c'était ce que Jules César a été victime de la part du Sénat. Il a été mis hors la loi par le Sénat. C'était une procédure d'impeachment. Et puis, les tribuns de la plèbe, Marc-Antoine, si par exemple, je ne sais pas si vous avez vu la série Rome, qui à l'époque était la Très série qui bonne avait coûté série. le plus cher à produire, ça Ouais. date d'il y a à peu près un petit peu 10 plus d'une quinzaine Ouais, d'années. c'est ça, j'allais dire 10 15 ans, ouais. Qui ont C'est que une excellente série en qui 2 saisons. Si vous êtes passionné de l'histoire, antique, l'histoire de Rome, sur le plan historique, c'est extrêmement bien fait. Puis vous allez voir des petits détails qui, puis clairement, là, les gens ont lu Polybe, ils savaient très bien quels étaient les systèmes de pouvoir et contre-pouvoir et fait entre les intéressant, présidents c'est et que les consuls. l'histoire est racontée du point de vue de 2 soldats. Oui, Et ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est comme si on avait un regard à l'intérieur de cette période historique-là, mais du point de vue de 2 personnes, entre guillemets, ordinaires, et contrairement par exemple, la série sur Napoléon, où le point de vue qui est raconté, c'est celui de Napoléon, pas c'est celui ça. d'un soldat français quelconque, là. Et puis, en fait, c'est Titus Pullo et puis, Lucius Veronus qui sont les 2 seuls personnages mentionnés par Jules César dans son histoire de la guerre des Gaules. Donc la guerre des Gaules, c'est Jules César qui raconte ses conquêtes et évidemment, tout tourne autour de lui et il ne mentionne que 2 autres noms d'individus et c'est ces 2 individus-là qui ont été repris dans la série Rome et la série tourne autour d'eux. Mais il y a une scène qui me revient toujours à l'esprit. Vous avez le Sénat qui décide de déclarer Jules César hors la loi. Et là, vous avez Cicéron, qui est sénateur, et qui regarde Marc-Antoine, qui est un des tribuns de la plèbe. Là, il y a une cacophonie au Sénat. Comme vous pouvez vous imaginer, on vient d'impeacher essentiellement un des 2 consuls de Rome. Et là, Cicéron crie à Marc-Antoine, utilise ton droit de veto, utilise ton droit de veto. Et là, vous avez Marc-Antoine qui se lève et il dit, le tribun de la plèbe utilise son droit de veto, bloque la motion. Donc, c'est vraiment comme ça que ça pouvait fonctionner. Donc, vous pouvez voir les pouvoirs, les contre-pouvoirs des uns et des autres. Et c'est exactement le cas dans le système politique américain. Donc, ce système-là de poids et de contrepoids, c'était fait pour forcer les consensus, forcer les compromis. Parce que si vous aviez confié uniquement les pouvoirs à un roi, à une personne, il y avait toujours le risque que cette personne-là en vienne à abuser des pouvoirs pour servir ses propres intérêts. Si Exact. vous aviez confié tous les pouvoirs aux riches, aux sénateurs, il y avait un risque très énorme qu'ils utilisent leur pouvoir pour favoriser leurs intérêts personnels et ce faisant opprimer la population. Et si vous aviez confié tous les pouvoirs à la population, le risque était aussi très grand qu'ils viennent à utiliser leur pouvoir pour favoriser leurs propres intérêts, puis à détrousser les riches de leurs richesses. Et lorsque ça se produit, bien, vous avez un désordre à l'intérieur de la société, vous vous retrouvez avec une guerre civile, donc c'est à l'opposé de la volonté d'avoir de la stabilité, de l'ordre, un bon gouvernement. Donc, l'idée d'un système comme celui-là, c'est de forcer les différents groupes à s'asseoir, à discuter les uns avec les autres. Parce que si vous êtes un sénateur, puis vous dites, bon, on a un problème, il faut qu'on fasse une réforme agraire, parce qu'on a des problèmes, on doit distribuer des terres. Bon, on sait que le tribun de la plèbe, qui représente le peuple, va pouvoir opposer son droit de veto à n'importe quelle politique qu'on va mettre de l'avant. Donc, sachant ça, on ne va pas prendre le risque de débattre pendant des semaines, voire des mois, d'une politique qui ultimement va être bloquée. Donc, dans ce cas-ci, les sénateurs font venir le tribun de la plèbe, ils disent, écoute, on a tel problème, voici ce qu'on aimerait mettre en place comme politique. Et là, le tribun de la plèbe qui représente le peuple va dire, ben, écoutez, oui, on comprend, il y a un problème, on doit le régler. Par contre, la politique que vous proposez, elle se fait trop au détriment des intérêts du peuple. Donc, écoutez, je vais aller les consulter, je vais voir ce qu'ils en pensent, puis le cas échéant, je reviendrai vous voir avec une solution alternative. Et là, il revient avec une solution alternative qui fait peut-être pas l'affaire des sénateurs. Il y a une autre solution qui est proposée. Puis ultimement, l'idée, c'est on va tous s'entendre, puis il n'y aura pas de blocage au final. C'est exactement comme ça que le système politique américain est conçu. Donc, c'est l'idée que on veut empêcher un gros État, que ce soit New York, la Californie ou le Texas, de profiter de son poids démographique Oui. pour pouvoir imposer une politique qui va se faire au détriment des petits États. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont créé le Sénat, où chaque État, nonobstant leur population,
a chacun 2 sénateurs. C'est la Donc raison ça pour fait laquelle ils ont créé le collège électoral aussi, aussi. et d'où la raison. C'est pour ça que c'est toujours drôle de voir des commentateurs de politique québécoise, canadienne parler sur le fait qu'il faudrait abolir ça pour qu'on prenne en compte juste le vote populaire. Je dis, oui, mais la raison pour laquelle ça existe, c'était une forme de contre-pouvoir. C'est justement pour empêcher une forme de tyrannie de la majorité. Et ça, on y reviendra à ça parce que un point important, j'aimerais, pendant que j'y pense, ça serait peut-être bon je partage cette carte-là à l'écran parce que ça nous permet de voir un peu là, quels sont les territoires dont on parle. Donc, au troisième siècle avant Jésus-Christ, donc un peu avant ce dont on parle, on voit que Rome, c'est pas si gros que ça. Là. Donc, ça comprend une partie de l'Italie telle qu'on la connaît aujourd'hui, la Corse et la Sardaigne, et une bande dans ce qui était l'Espagne, finalement. Ouais, C'était et la Sicile. et la Sicile. On voit lorsqu'on avance au deuxième siècle, qui est plus la période dont on est en train de parler, on voit tous les territoires en orange qui s'y ajoutent. Donc, une partie du sud de la France, qui est la Gaule narbonnaise, une partie de l'Espagne et du Portugal d'aujourd'hui, qui s'appelait à l'époque la Numance et la Gadès, une partie on a parlé tout à l'heure de Carthage, donc Carthage est ici. Ouais. On voit ces territoires-là, une partie de la Grèce, donc la Macédoine de l'époque. On voit une partie ça se trouverait, c'est au nord-ouest de la Syrie. Donc, ça correspond à quoi aujourd'hui, cette partie-là? C'est en Turquie, en fait, dans la Turquie d'aujourd'hui, donc qui à Oui. l'époque s'appelait la Cilicie. Euh, Vous on avez voit l'équivalent du Liban, la Palestine, une partie de la exactement. Syrie, l'Égypte Exactement. aussi. Donc, on voit un peu à quoi ça ressemble et on voit justement plus le temps avance. Donc, on voit ici là, en jaune plus pâle, c'est les conquêtes de César. C'est là où on C'est ça. bascule. C'est la fin de la République, le début de l'Empire. Et là, on voit que, bon, on essaie de grappiller des territoires. Donc, évidemment, la Gaule, une partie on va plus loin dans les territoires en Afrique pour aller chercher Et des terres et là-bas. On monte dans le nord de la Grèce. Donc, vous voyez, là, c'est un peu comme ça que la carte évolue. Euh, ce qui signifie quelque chose. En fait, lorsqu'on voit cette carte-là, ça montre une chose, c'est que le système politique romain était admirablement bien conçu parce que une société divisée, qui est aux prises avec des désordres internes, ne peut pas être une puissance expansionniste comme ça. Ne peut pas avoir une politique étrangère aussi ambitieuse et aussi réussie que celle-là. Regardez du côté des États-Unis, encore une fois. On peut bien se plaindre des politiques expansionnistes des États-Unis, mais s'ils ont été en mesure d'avoir une politique comme celle-là, c'est qu'ils ont été en mesure de contenir à l'interne les désordres civils entre les mhm. différents groupes. Donc, cette carte-là en dit beaucoup, en fait, sur le système politique romain et sa stabilité. J'aimerais ajouter une chose dans les institutions romaines. Il y avait en quelque sorte une quatrième institution, en quelque sorte, qui était possible en situation exceptionnelle. Donc, vous avez un système très complexe comme ça pour forcer les compromis, mais les Romains étaient parfaitement conscients que malgré tout, il n'y a aucun système qui est parfait à 100%. Donc, ils étaient conscients de ça. Ils disaient, il peut se produire qu'un jour, il y ait des troubles, des problèmes à l'interne de politique domestique qui, malheureusement, ne pourront pas être résolus grâce aux institutions normales. Donc, on doit se garder un plan B, une sortie de secours, afin de pouvoir régler des problèmes que les institutions ne seront pas en mesure de régler par elles-mêmes. Et les Romains ont institué l'institution de la dictature. Donc aujourd'hui, la dictature, c'est péjoratif comme expression, avec raison, mais à l'époque, un dictateur, c'était une personne vertueuse qui était choisie pour pouvoir régler un problème très spécifique auquel la République romaine était confrontée. Donc, on suspendait temporairement les droits et libertés des individus dans l'optique de les sauver et de les rétablir le plus rapidement possible. Donc, la dictature romaine, c'était dans deux cas, pour des problèmes internes, mais aussi pour des problèmes externes.
dans l'éventualité où les consuls se feraient tuer à la guerre, puis que les forces armées se retrouveraient sans généraux, ben, il fallait, on peut pas procéder au choix, à l'élection de nouveaux consuls. Il fallait qu'on nomme quelqu'un extrêmement rapidement qui était en mesure, apte à prendre les rênes de l'armée puis à sauver la République. Donc, tu parlais tout à l'heure de Scipion l'Africain. Ben, Scipion avait été un consul, mais c'est un général très, très, très brillant qui a été en mesure de vaincre Hannibal. Oui. Mais un autre individu, par exemple, vous vous posez peut-être la question, il y a des noms de villes aux États-Unis, les origines, il y a beaucoup de noms francophones. Bâton Rouge, par exemple, en Louisiane, ben, la Louisiane est un territoire Oui. français. Euh, Sainte-Lucie. Sainte-Lucie. La ville de Cincinnati. Moi, je suis persuadé, je vous pose la question, Cincinnati, ça fait référence à quoi? Puis peut-être que certains d'entre vous vont dire, ben, il y avait probablement une tribu autochtone qui était là, qui portait le nom de Cincinnati, comme le grand chef Pontiac au 18e siècle, qui est une ville ou une région dans l'Outaouais. Donc, ça fait référence à une tribu autochtone. Non. Cincinnati, ça fait référence à Cincinnatus, qui avait été un consul de Rome, mais aussi un dictateur de Rome. À un moment donné, la République faisait face à des troubles et les sénateurs, vous avez une peinture célèbre, vous avez les sénateurs qui arrivent avec leur toge rouge, ils vont chez Cincinnatus, qui est à la retraite, le type est en train de labourer son champ. Là, on voit les sénateurs avec leur toge rouge qui sont près de Cincinnatus, qui tient la charrue avec les bœufs, puis ils discutent avec lui. Donc, ils essaient de le convaincre. Il dit, Cincinnatus, la République fait face à des troubles. On a besoin de toi pour la sauver. S'il te plaît, sors de ta retraite et viens nous aider. Cincinnatus a accepté le titre de dictateur. En l'espace d'à peu près une semaine, il a réglé les problèmes et il a rendu ses pouvoirs au Sénat, puis il est retourné à sa ferme. Ouais. Donc, tu sais, en termes de connexion là, entre le système politique américain et la République romaine, là, c'est pas juste au niveau des institutions, la présidence, le Congrès, la Chambre des représentants, le Sénat, le collège électoral. C'est aussi dans les symboles et dans les noms. Donc, Cincinnati, Cincinnatus, là, la ville de Cincinnati fait référence à un ancien dictateur romain. Allez à Washington, regardez l'architecture de la ville. Vous avez des colonnades, des colonnes romaines. Ah, sur le plan historique, là, les seuls personnages de l'époque romaine qui sont allés en Amérique, là, c'est Astérix et Obélix. On s'entend que sur Ouais, le c'est plan, ça. là, il n'y a jamais eu de colonisation du territoire nord-américain par les Romains, là. Donc, l'inspiration des pères fondateurs américains, c'était une inspiration philosophique et c'était ce que Polybe décrit, les Ouais. institutions de la République romaine. Puis regardez sur le dollar américain, vous avez des références en latin. Ça fait référence encore une fois à la République romaine. Les Federalist Papers, écrits par James Madison, John Jay, Alexander Mmh. Hamilton, qui décrivaient la raison pour laquelle les États-Unis devaient faire leur indépendance de la couronne britannique Ouais. et quelles devaient être les nouvelles institutions en place. Le livre a été, les chapitres étaient signés, ils n'étaient pas signés par leur propre nom parce qu'ils auraient pu se faire arrêter par les Britanniques et se faire emprisonner. Ils signaient les chapitres sous le nom de Publius. Publius, qui était un héros de la République romaine aussi, là. Donc, juste Exact. sur le plan historique, vous voyez très bien la filiation, la connexion Ouais. philosophique entre la République romaine et les États-Unis. Ben, justement, tu parlais de peut-être conclure avec ça un petit mot là-dessus. Tu parlais d'héritage philosophique. Évidemment, la Grèce et Athènes précisément a un héritage, en fait, voit son héritage perdurer, oui, à travers des figures comme Cicéron et d'autres à Rome, mais également à travers Polybe, parce que Polybe reprend une idée de Platon qui n'est pas une idée de Platon non plus. D'autres ont parlé de ça dans les présocratiques en Grèce. C'est l'idée, en fait, que nous, on voit que, OK, il y a des systèmes monarchiques, il y a des systèmes républicains, il y a des systèmes qui peuvent être des démocraties, et c'est un peu comme figé dans le temps. Et Platon, repris par Polybe, nous dit, non, en réalité, c'est un enchaînement de cycles. Un peu d'ailleurs ce que nous montre l'histoire de Rome. C'est d'abord une monarchie, Monarchie, ça qui devient vire une en tyrannie. république, ça devient, il y a une phase justement de dictature, ça devient un empire éventuellement, et éventuellement l'empire Se dissout. se dissout, se sépare dans un premier temps, se dissout et se recompose en autre chose. Et il y a un truc qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il dit, en fait, la démocratie dégénère dans un autre système
qu'aujourd'hui, on confond les deux, puis je pense que c'est important d'y revenir, que les Grecs et les Romains appelaient l'ochlocratie. Et l'ochlocratie, c'est quoi? C'est la tyrannie de la majorité. C'est ce que les Anglais appellent le mob rule. Mmh. Et ça, là, c'est important de faire la distinction entre les deux parce que souvent, on entend des politiciens dire oui, mais c'est ce que les gens veulent, par exemple. Et des démocrates authentiques vont dire oui, mais attendez, dans un système, une vraie démocratie, si la majorité a décidé qu'elle exécutait monsieur un tel ou telle communauté. Non, ce n'est pas démocratique parce que dans une vraie démocratie, dans un vrai système, il doit y avoir un contre-pouvoir qui dit attendez, ces gens-là ont des droits, ces gens-là doivent avoir un procès, par exemple. Si vous reprochez quelque chose à quelqu'un, il y a la présomption d'innocence. Là, j'empiète sur le futur, mais vous comprenez l'idée. C'est l'idée de dire que non, non, la simple volonté de la majorité Suffit pas. ne suffit pas à tuer lui, enfermer celui-là. Et lui, ce qu'il dit, c'est que la démocratie dégénère dans une évolution de cycle vers une forme de démocratie dégénérée qui s'appelle l'ochlocratie, où c'est la tyrannie de la majorité qui s'impose. Donc, ces gens-là sont indésirables, on les fout dans des camps. Ces gens-là sont nuisibles, on leur coupe leurs paroles, On on leur suspend fait pas de... leur liberté, On suspend leur liberté, on suspend leurs droits droits. linguistiques. Et, et, et penser à ce qui s'est passé dans nos démocraties dans les dernières années, on est, tu sais, on a joué dans cette soupe-là, là, de dire ah, mais les gens sont d'accord, et même les maisons de sondage sondaient des gens. Rappelle-toi, à un moment donné, durant le confinement, il y a eu un sondage qui disait qu'on a quand même sondé les gens sur des questions comme ça, là, qu'un Canadien sur 5 était d'accord à prendre des gens récalcitrants puis les Les envoyer enfermer dans des espèces de camps, et oui, dans oui. des espèces de camps. Et là, c'était comme sous-entendu presque que c'était démocratique puisque des gens étaient en faveur de ça. Autrement dit, si ça n'avait pas été 1 sur 5, mais 3 sur 5, il aurait été justifié de le faire. Puis là, tu te dis non, ça s'appelle le mob rule, ça s'appelle l'ochlocratie. Ça veut dire que une majorité peut décider de suspendre les droits de la minorité, suspendre même les mettre à mort finalement sans aucun motif. Et ça, je pense, c'est une distinction qui est importante. Un régime démocratique n'est pas un régime de tyrannie de la majorité. C'est un régime où la majorité décide des grandes orientations avec des contre-pouvoirs. D'où Mmh. l'importance de parler des contre-pouvoirs romains ou américains. C'est l'idée de dire, ben, attendez, par exemple, si un président américain disait, ben, j'ai sondé mes compatriotes, les gens, à 6 personnes sur 10 sont en faveur qu'on exécute telle personne sur la place publique. Donc, je déclare aujourd'hui, voici Executive Order, on fait fusiller telle personne, les gens vont venir voir. Les gens sont d'accord, donc c'est démocratique. Ben là, il y a d'autres instances, les tribunaux, probablement le Congrès, tout ça, ben, mettraient en marche des processus pour dire non, non, le président ne peut pas condamner à mort un citoyen Ah oui, simplement parce que pour faire plaisir à la majorité, là. c'est ça. Non, ça, en fait, lorsque vous y pensez, on dit souvent le président américain, c'est l'homme le plus puissant de la planète. En termes de puissance militaire, puissance économique, oui, mais c'est probablement le chef politique qui a les mains les plus liées de tous les chefs politiques des régimes démocratiques. Dans les faits, Justin Trudeau a plus de pouvoir politique qu'en a en ce moment Biden et en aura Trump après le 20 janvier prochain. Parce que Trump, vous le voyez très bien, là, Robert Kennedy, il est en processus d'approbation de la part du Sénat. Oui, c'est Donc très les possible ministres, qu'il ne puisse pas être là, là. ça pourrait être possible. On Donc l'a vu avec Trump Matt Gates et d'autres dont ne va pas passer, la nomination n'a pas passé. Donc, et ça, c'est quelque il n'est pas chose nommé ministre. c'est quelque chose qui n'existe pas là, au Québec ou je veux dire, admettons au Québec ou au Canada, à moins qu'on apprenne un scandale majeur de pédophilie ou de je sais pas quoi. C'est très rare qu'un premier ministre dise ah, OK, les gens ne sont pas d'accord, finalement, je pensais le nommer lui à l'éducation, je le retire. Il n'y a aucun Mmh. mécanisme là, qui empêche Non, de nommer qui tu veux exactement, alors que le président américain, pour nommer tous ses ministres, doit recevoir l'approbation du Sénat. Donc le Sénat a la possibilité de bloquer une nomination ministérielle. Robert Kennedy pourrait très bien ne pas être approuvé par le Sénat et ne jamais devenir l'équivalent du ministre de la Santé. Les ambassadeurs également,
Les ambassadeurs doivent passer devant un comité du Congrès où ils doivent faire la preuve qu'ils sont suffisamment compétents pour représenter les États-Unis. Au Canada, là, encore une fois, Justin Trudeau peut nommer n'importe qui comme ministre et ça ne requiert l'approbation de personne. C'est lui qui nomme les sénateurs. Ça ne requiert l'approbation de personne. C'est lui qui nomme tous les ambassadeurs. Ça ne requiert l'approbation de personne. Donc, en termes de système de poids et de contrepoids, quel est le meilleur système pour préserver la démocratie? C'est de loin le système politique américain que le système britannique qui concentre vraiment une panoplie de pouvoirs entre les mains du premier ministre et du pouvoir exécutif. Pouvoir exécutif qui contrôle aussi le pouvoir législatif dans le système britannique. Lorsqu'on dit que les députés à la Chambre des communes, c'est des machines à enregistrer des votes, il y a la ligne de parti, on se demande à quoi ils servent. On peut légitimement se poser la question parce qu'ils sont entièrement sous le contrôle de l'exécutif. Or, aux États-Unis, le pouvoir législatif, donc les représentants et les sénateurs, ne sont pas Séparés. soumis au pouvoir exécutif. Ils peuvent très bien dire, par exemple, John McCain, qui est décédé, mais qui était sénateur républicain, qui avait été candidat à la présidence contre Obama en 2008. C'est un républicain qui s'était opposé à la mort de l'Obamacare. Je me souviendrai Oui. l'équivalent de la politique de soins de santé universelle. C'est un républicain. Les républicains voulaient tuer le Obamacare, mais lui, il a voté avec les démocrates. Donc, ça montre que le pouvoir législatif aux États-Unis, à cause de la dynamique du système qui est issu de la République romaine, les membres du pouvoir législatif conservent leur indépendance, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans le système britannique qui est le nôtre au Ouais. Québec ou au Canada. Donc, la question aussi que les gens maintenant se posent, ah, Trump, c'est un dictateur. Il va pouvoir faire tout ce qu'il veut. Ben non. Je pense que c'est assez clair avec ce qu'on a expliqué aujourd'hui. C'est pas le cas du tout. Tout Impossible. comme les consuls romains, à l'époque de la République, ne pouvaient pas faire tout ce qu'ils voulaient. S'ils voulaient aller en guerre, ils avaient la possibilité de diriger les armées, mais s'ils dirigeaient mal les armées, ils commettaient des crimes de guerre, le Sénat avait la possibilité de leur couper les fonds, ce qui est le cas aux États-Unis. Ben, pour transformer les États-Unis en dictature, il faudrait ni plus ni moins qu'il y ait un réel coup d'État militaire. Il faudrait que Oui, l'armée rentre dans le Congrès, arrête tout le monde et qu'on oui, déclare finalement la loi martiale ou je sais pas quoi. Parce que sinon, par des mécanismes de changer des lois, tout ça, oui. c'est virtuellement impossible. C'est virtuellement impossible, c'est ça. Donc, les gens qui ont peur là, que Trump là, devienne un dictateur et fasse tout ce qu'il désire faire, là, c'est pas le cas du tout, là. Et ce, même si les 2 chambres du Congrès sont républicaines. Il peut y avoir des républicains plus modérés qui vont être en mesure, en s'associant aux démocrates, de pouvoir bloquer des initiatives de Trump. Si le Congrès américain décidait de continuer à donner des milliards et des milliards de dollars à l'Ukraine, ça serait possible parce que c'est eux qui contrôlent les cordons de la bourse. Donc, Exact. tu sais, il se dit beaucoup de choses au Québec là, par rapport au système politique américain, puis malheureusement, on se rend compte que les gens qui parlent le plus fort sont probablement les gens qui connaissent le moins bien les origines historiques, philosophiques de ce système-là, parce que s'ils les Ouais, connaissaient, ils ne diraient pas des choses pareilles. absolument. Donc, Polybe et la République romaine, sujet absolument intéressant. On renvoie les auditeurs à ces textes précisément, mais aussi à vous documenter de manière plus générale sur l'histoire de la République romaine, l'histoire de Rome en général. Ça nous montre beaucoup d'où on vient et peut-être où on va. Et sinon, ben, nous, on se reparle prochainement dans un prochain épisode. On ne sait pas encore quel sera Ça va le être en, sujet, ça va être en mais 2025, ce ça c'est sera sûr. en Donc, 2025, oui. après le congé des fêtes. Donc, on Puis souhaite à comme tout moi, le monde ouais, puis comme un moi, ben, joyeux Noël. Frank, vous allez le revoir là, tous les jours, là. Moi, vous me reverrez pas. Fait que j'en profite pour souhaiter à tout le monde un très joyeux Noël, puis une bonne année 2025 que je souhaite. Je pense que il faut que ce soit l'année de la paix, là. Je souhaite Oui, qu'il y ait l'année beaucoup de la de paix paix. en 2025, là. Ce sera C'est un le temps. beau souhait de Noël, souhaiter la paix. Donc, merci tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.